Il y avait quelqu'un qui me poursuivait. Je volais au-dessus de la maison. Je volais au-dessus de la fenêtre. Je courais. Je crachais 2-3 dents. C'était épouvantable. Hey, je faisais l'amour avec la caissière à Stansted. Course-poursuite, scène érotique, chute dans le vide. Nos rêves ressemblent souvent à des scénarios de série B. Mais tout cela rime à quoi? C'est pas d'aujourd'hui qu'on a commencé à rêver. L'humain, depuis qu'il est humain, rêve. Et la Bible n'est pas en reste. Des exemples de rêves, il y en a plein. Bon, le premier exemple qui est le plus important pour moi, c'est Jacob. Jacob, bon, il est dans toutes sortes de situations difficiles et il va rêver pendant la nuit à une échelle qui va du ciel à la terre. Et en haut, il y a Dieu qui est là. Alors, ça nous montre vraiment une belle image des rêves comme une communication entre le monde du ciel, le monde de Dieu, et le monde des humains. Sa passion à Sébastien Doane, c'est la Bible, la comprendre, l'expliquer. Le rêve, on l'a dit, il tient une place importante, mais attention, l'Église, elle, ne voit pas nécessairement les rêves d'un bon œil. Ce qui est fondamental, c'est qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça produit une plus grande foi au Dieu d'Israël ou est-ce que justement ça nous mène à aller vers des dieux étrangers? C'est ça ce qui est un peu menaçant pour les rêves, pour le peuple biblique, c'est de dire, bon, bien, ça peut être utilisé pour amener vers d'autres divinités et ça, il faut faire attention à ça. Il faut savoir que, par exemple, jusqu'au VIe siècle, il y avait des gens qui allaient dormir dans les églises pour avoir un rêve inspiré par Jésus-Christ. Et c'était dans la suite du rite traditionnel grec de recherche de guérison. On allait dormir dans un temple d'Asclépios pour avoir un rêve inspiré par le Dieu et guérir. L'Église, à un certain moment, a voulu avoir le monopole du contact avec le divin. En particulier, au moment de la traduction de la Bible par Grégoire, il a éradiqué complètement l'intérêt qu'il pouvait y avoir dans la Bible elle-même pour les rêves, en le rangeant au rang des méthodes de divination qui étaient proscrites par l'Église. Bref, les rêves ont mauvaise réputation depuis longtemps. Aristote en parlait comme des dérangements d'estomac qui perturbaient le cerveau. L'Inquisition les considérait comme une machination diabolique. Les Lumières s'y intéressent peu. Bref, aujourd'hui encore, on ne sait pas trop quoi en faire. On se demande à quoi ça sert. C'est une question clé. Et déjà, on peut entendre dans cette question le préjugé de notre culture qui dit « ce n'est qu'un rêve ». Jean Gaguillardi s'intéresse aux rêves depuis plus de 20 ans et tient un blog. Son inspiration est multiple, mais elle part essentiellement des travaux de Carl Jung, qui définit le rêve comme quelque chose qui n'est pas encore conscient, mais qui est dans notre psyché, qui est en train de se préparer à devenir conscient, pousse et commence à se manifester pour devenir conscient. Mais comme ce n'est pas encore parvenu clairement à la conscience, ça se manifeste dans le langage le plus primaire et le plus basique que nous connaissons, qui est un langage par image. Les gens qui croient à l'existence d'un inconscient qui se suffit en lui-même et qui existe par lui-même est une croyance chez certaines personnes. Et cette croyance-là peut mener au fait de considérer le rêve comme étant un élément de notre vie qui ne nous appartient pas, qui est généré par lui-même en soi, puis qui peut être annonciateur, comme si on était habité par un petit sage ou un expert ou qui a une vie autonome en soi, là, puis qui nous parle dans le creux de l'oreille. Moi, je ne crois pas tellement à ça. Roger Godbout fait beaucoup de choses. Il s'occupe entre autres de la clinique du sommeil de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Son approche se veut scientifique. On pourrait décomposer la nature du rêve par un prisme dans ses différentes dimensions. La dimension très, très biologique, quelles sont les régions du cerveau qui sont activées ou pas, quels sont les neurotransmetteurs qui sont libérés ou qui sont plutôt inhibés. Il y a la partie vraiment très psychologique, quelle est la nature du contenu de ce rêve-là, comme on le décrit. Le problème avec les rêves, c'est le suivant. Si on essaye de les aborder de l'extérieur,
à travers un microscope, à travers un télescope, avec une expérimentation ou autre. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Donc quand on le décrit comme phénomène biologique, comme phénomène psychologique, tout ça c'est tout à fait valable, mais on ne touche pas au cœur du rêve. Quand on s'intéresse aux rêves, on s'aperçoit vite qu'un scepticisme réciproque oppose d'une part les scientifiques, qui considèrent le cerveau comme une matière organique, et les autres, qui pensent le cerveau en termes de vie psychique, d'habitacle de notre esprit. Pour y voir plus clair, nous avons pris la route des Laurentides pour rencontrer Ginette Paris. Elle est psychologue, avec derrière elle 20 ans à l'UQAM, 22 ans dans une université californienne et un grand nombre de publications. Dans tous les instituts psychologiques, leur credo, c'est on se débarrasse du concept d'inconscient parce qu'on ne peut pas le mettre on ne peut pas l'analyser. Alors, depuis 40 ans, c'est comme pas bien vu de parler de l'inconscient parce que l'inconscient, c'est un terme qui appartient au 19e siècle, à Freud et à toutes les psychologies des profondeurs. La psychologie des profondeurs, d'une certaine façon, elle est finie. Mais d'une autre façon, elle ne fait que commencer. La plus grande découverte de la neuroscience aujourd'hui, qui est fascinante, c'est que notre cerveau est formaté par la culture. Notre cerveau serait donc comme une antenne qui capte, qui encode la culture à partir d'images symboliques, de métaphores. C'est pour cela que nos têtes sont pleines d'images. C'est pour cela que les images de nos rêves ne seraient pas si futiles. Les rêves utilisent un langage symbolique. Alors, supposons que vous êtes dans une situation de divorce extrêmement traumatique. C'est bien évident que vous allez avoir un taux de cortisol élevé, tension artérielle. Mais vos rêves vont vous donner des images de votre situation. Et ces images-là, métaphoriques, symboliques, elles sont cruciales pour votre information, pour savoir ce qui vous arrive. Le rêve vous dit, là, vous êtes en train de vous noyer. Attention. Attention, c'est aussi ce qu'il faut dire quand on tente d'interpréter un rêve. On va mettre le feu à un petit tas d'aluminium. Jean Gagliardi tient un cercle des rêves avec quelques habitués, où chacun partage une part d'intimité. Ces gens-là me permettent de voir ce que moi je ne vois pas à partir de moi-même, parce que moi je suis comme quelqu'un qui essaierait de regarder un message qui est écrit dans son dos. C'est un plus un état des lieux. Il peut y avoir un message, mais c'est moi qui vais le mettre, le message. Cela fait des décennies que Catherine écrit ses rêves, une façon pour elle de vivre plus intensément. Moi, je trouve que ça nourrit, c'est surtout ça. Ça nourrit ma vie parce que c'est une part de moi qui est là, à laquelle je ne peux pas fermer la porte. L'interprétation du rêve n'est qu'une proposition qui est là pour que le rêveur réagisse. Que l'on rêve de papillons ou de cactus ou d'un homme qui traverse la rue sous la pluie, peu importe. Le rêve ne donne pas de conseils. Il parle de nous. Il est chargé d'émotions. Cette émotion que j'ai dans le rêve, où est-ce que j'ai une émotion semblable dans ma vie éveillée? Voir la correspondance. C'est un jeu de correspondance. Je ressens ici de la peur, de l'humiliation. Où est-ce que dans ma vie, j'ai une expérience semblable? Dès que mon patron s'approche de moi, je ressens la même émotion. Ce qui frappe, au-delà du fait que nous faisons tous des rêves, même si on ne s'en rappelle plus, c'est que ceux qui s'y intéressent participent finalement à ce grand courant actuel qui est de mieux se connaître, mieux se comprendre pour mieux agir. Le travail du rêve, comme la pleine conscience, comme toutes ces autres choses, si on s'y engage sérieusement, ça peut être quelque chose d'extraordinairement riche et transformateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de l'esprit. En tant qu'aspirant psychologue, je peux dire que je me désole souvent à voir qu'on a une psychologie qui est sans âme.
C'est pas en décrivant la machine qu'on sait pourquoi la machine existe. Bien sûr, ce ne sont ni avec les techniques d'imagerie, ni en mesurant l'activité des neurones qu'un jour on va nous montrer l'esprit. Mais l'espoir de mieux décrypter nos rêves est permis. Les neurosciences n'ont pas dit leur dernier mot. Donc on s'approche du pont entre la neurologie et le psychisme. Et moi, je suis certain que dans 50 ans, on aura tellement beaucoup plus d'outils qu'on saura beaucoup mieux comment étudier le rêve, qu'on saura beaucoup mieux ouvrir les frontières entre la vie consciente et la vie inconsciente.